Bienvenue sur les routes de la sociologie, le podcast qui part à la rencontre des anciens étudiants de sociologie. Dans ce troisième épisode, vous allez découvrir le parcours de Manon, doctorante en anthropologie et consultante dans le domaine du funéraire. Avec elle, nous allons emprunter le chemin qui nous mène jusqu'à notre dernière demeure, la mort, mais une mort écologique. Comment en est-elle venue à s'intéresser à cette question ? L'émergence des funérailles écologiques, l'objet de sa thèse. Comment s'articulent la connaissance scientifique et l'exercice professionnel dans ce champ si particulier du funéraire ? Mais quel rôle joue une anthropologue dans cet univers ? C'est ce que nous vous laissons découvrir grâce aux meilleurs extraits de notre conversation avec Manon. Est-ce que tu pourrais présenter en quelques mots ton parcours ? Donc, je m'appelle Manon Moncoq et je suis aujourd'hui anthropologue, spécialiste du funéraire. Actuellement, je rédige une thèse de doctorat en anthropologie. Et pour arriver jusque-là, j'ai fait un bac S, une licence de sociologie à l'université de Poitiers, un master de sociologie-anthropologie à l'université de Tours, et je suis inscrite à l'université de Tours pour mon doctorat. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur tes objets de recherche en thèse ? Alors, j'ai commencé à travailler sur le funéraire dès ma deuxième ou troisième année de licence parce que c'est à ce moment-là où j'ai eu la possibilité de choisir réellement mon sujet de recherche. J'ai également continué sur ces thématiques en master et donc pour la thèse, j'ai décidé de rester dans le funéraire. Et le titre de ma thèse, c'est Funérailles écologiques, analyse anthropologique d'un nouveau rapport au corps, à la mort et à l'environnement. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses en particulier à cette question du funéraire ? Ce qui est assez intéressant, surtout quand on fait de la sociologie, c'est de réfléchir à notre propre parcours et de transposer ce qu'on étudie à l'université sur nous-mêmes. Et donc j'ai fait un exercice en licence, je crois que c'était en licence 3, qui s'appelait l'auto-socio-analyse. Et justement dans ce travail d'auto-socio-analyse, nos enseignants nous ont demandé de réfléchir à pourquoi on travaillait sur tel ou tel sujet. En licence 3, on commence à s'affirmer sur nos thématiques de recherche. Et ça a été l'occasion pour moi d'essayer de comprendre pourquoi, d'aussi loin que je me souvienne, je m'intéressais au funéraire parce que vraiment c'était quelque chose de très ancré chez moi depuis toujours. Et d'après les échanges que j'ai pu avoir avec mes proches, il serait probable que ça vienne... ça a commencé en tout cas quand ma grande sœur, qui a 16 ans de plus que moi, m'a emmenée au musée du Louvre quand j'avais 3-4 ans. Et au musée du Louvre, il y avait une momie égyptienne qui était exposée là. Et comme beaucoup d'enfants, je crois, j'ai été assez interloquée par ce traitement qui avait été fait à ce mort-là. Et mon grand-père maternel était quelqu'un de très érudit, de passionné d'Égypte antique notamment. Et je crois qu'en fait, il y a eu une concordance qui s'est faite à ce moment-là. Et vraiment, là encore, d'aussi loin que je me souvienne, il m'a offert beaucoup de livres sur l'Égypte antique dès que j'étais toute petite. Et je les ai encore aujourd'hui à mes anniversaires, à mes Noëls. Et donc, j'ai voulu être archéologue au début. Quand on a 5, 6, 7, 8 ans, puis je me suis dit franchement je crois que c'est pas pour moi, je suis pas très patiente, je me vois pas fouiller dans la terre toute ma vie. Et ma meilleure amie m'avait offert un ouvrage à ce moment-là sur les métiers parce qu'il n'y avait pas la qualité des informations sur internet comme on a aujourd'hui. Et archéologue, j'ai découvert le métier d'anthropologue. Et je me suis dit, je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça. Je me suis dit, en fait, c'est exactement les mots. Enfin, ils arrivent à mettre en mots ce que je veux faire. Et je me suis dit, je travaillerai sur les rites funéraires en tant qu'anthropologue quand je serai grande. Donc, tu t'es engagée dans les études de sociologie avec un objectif particulier de travailler dans ce milieu-là ? Complètement, c'était très clair pour moi. Donc après mon bac S, j'ai voulu faire des études supérieures, donc en lien avec la sociologie ou l'anthropologie. Et pour être certaine de poursuivre dans cette thématique-là,
en licence, donc on n'avait pas la capacité à ce moment-là encore vraiment de choisir notre thématique de recherche et tout bêtement de faire de la recherche. Il fallait déjà qu'on ait des outils pour le faire. Mais personnellement, je me suis dit, avant d'entreprendre des longues années d'études sur le funéraire, intéresse-toi au funéraire. Et pour moi, le plus intéressant et le plus pratique qu'il y avait, c'était de m'intéresser à ce qu'il y avait, entre guillemets, en bas de chez moi, les pompes funèbres, ceux qui sont au quotidien avec les morts. Et j'ai joué de mon réseau et j'ai pu trouver des pompes funèbres qui m'ont accueillie pour me faire découvrir le secteur en entier. Et donc c'était au milieu de ma licence et je me suis dit bah allez let's go. Je suis hyper à l'aise dans ce domaine-là. Je sais que j'étais à la bonne place au bon moment, au bon endroit. Et donc je me suis dit bah on y va quoi. Je vais travailler là-dessus maintenant grâce à mes études. Et est-ce qu'il y a des auteurs ou des concepts en sociologie ou en anthropologie qui t'ont marqué sur la question de la mort, par exemple, ou des rites funéraires? Alors, pendant mes études à l'université, j'ai pas eu de cours dédiés réellement au rite funéraire parce que déjà, il y avait, pendant ma licence, j'ai fait une licence de sociaux, donc la mort était peu traitée dans cette discipline-là. J'avais quand même une option anthropo, donc j'ai dû avoir 1 heure de cours là-dessus et j'ai trouvé ça passionnant. Honnêtement, je me souviens plus réellement s'il y avait eu des auteurs qui avaient été évoqués. Et après, en fait, c'est surtout moi personnellement qui me suis intéressée à cette thématique, bon, grâce à des concepts qu'on avait pu étudier un petit peu en cours. Mais moi personnellement, il y a un auteur qui m'a particulièrement touchée, c'est Louis-Vincent Thomas, un anthropologue plutôt africaniste, mais qui a une visée quand même assez générale et universelle en tant qu'anthropologue sur les questions de la mort. Il y a Philippe Ariès, mais qui est plutôt un historien également. Après, on a Gaëlle Clavandier aussi, qui est une sociologue, qui est très importante sur la question des rites funéraires. Ou encore Pascal Trompette, je crois qu'il est plutôt sociologue, par exemple. C'est les noms principaux qui vont me venir en tête sur ces questions. Et toi, dans ton travail, il y a la dimension écologique. Est-ce que tu peux expliquer les liens que tu peux faire entre le monde funéraire et l'écologie? L'écologie, c'est pas une thématique qui m'a tout de suite intéressée. Moi, je me suis vraiment intéressée aussi de par mon expérience de terrain au métier des pompes funèbres, donc tout ce qui va être assistant funéraire ou conseiller funéraire notamment, maître de cérémonie. Après, j'ai pu découvrir le milieu des crématoriums, donc c'était aussi extrêmement intéressant, mais il y avait toujours cette approche plutôt professionnelle en fait, de par aussi mon parcours de sociologie. Et arrivé en master, j'ai eu un directeur de mémoire qui était lui très penché sur l'approche professionnelle. Et en fait, c'est au cours de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des initiatives, des innovations qui avaient été pensées dans le monde occidental en lien avec le funéraire, mais qui avaient une approche environnementale. Ça a commencé par Capsula Mundi. C'est un projet de sorte d'œuf biodégradable dans lequel on mettrait le défunt nu à l'intérieur et dont la décomposition permettrait de faire pousser un arbre qui serait planté au-dessus de cet œuf-là. Et en fait, j'ai trouvé que c'était pas perturbant parce que c'est pas vraiment le terme, mais très stimulant de voir pourquoi à ce moment-là, dans notre histoire, il y a des personnes qui ont pensé cette nouvelle façon de prendre en charge les défunts. Et j'en avais parlé au service funéraire de la ville de Paris où j'ai pu faire un stage en Master 2. Et il s'avère à ce moment-là que le directeur actuel, qui s'appelait François Michonnet-Rare, travaillait au CNOF, qui est le Conseil national des opérations funéraires auprès du gouvernement, sur des modes de sépulture alternatifs qui étaient développés dans le monde occidental, comme la prométion, l'aquamation ou l'humusation. Et donc on a vraiment échangé à ce niveau-là et sur cette entrée de l'écologie dans le funéraire. Et donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Pourquoi en fait, comment l'écologie entre dans le funéraire? Pourquoi? Qu'est-ce que ça révèle de nous et de notre rapport à la mort, mais aussi à l'environnement? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces alternatives? Est-ce qu'il y a le cercueil en carton, par exemple?
Oui, c'est un très bon exemple parce que je pense que ça a commencé comme ça, le cercueil, en tout cas l'écologie dans le funéraire, ça a certainement commencé par le cercueil en carton. C'est une alternative qui est légale aujourd'hui, qui permet une autre approche du cercueil en bois traditionnel. C'est les deux seuls matériaux qui sont possibles aujourd'hui pour les cercueils en France. Le cercueil reste obligatoire. Et puis ça s'est quand même développé quant aux fournitures, donc ça va être surtout ce qui va être capiton, donc l'intérieur en tissu dans le cercueil, qui est généralement synthétique, mais qui se développe de plus en plus en matériaux naturels comme le lin, le coton par exemple, de manière générale. Ça va être aussi surtout ce qui va être urne biodégradable, en sable, en sel, notamment pour par exemple des immersions d'urnes dans la mer, ou des urnes en bois par exemple, des cercueils en bois français, issus de forêts durablement gérées, sans traitement, sans vernis par exemple. On va aussi avoir toute une pédagogie sur les soins de conservation notamment. Et aussi, il y a une approche donc, qui n'est pas actuelle en France, mais en tout cas qui est très présente dans le monde occidental. Ça va être tout ce qui va être mode de sépulture alternatif. Donc aujourd'hui, en France, on en a 2 qui sont légaux, qui sont l'inhumation, le fait de mettre le cercueil en terre, et la crémation, qui est le fait de brûler le cercueil dans lequel a le défunt dans un appareil de crémation, dans un crématorium par le feu. Mais dans le monde occidental, il y a des personnes qui ont pensé et développé d'autres modes de sépulture. Donc par exemple, il y a la prométion, qui est le fait de congeler le corps et de le réduire en particules par une table vibrante, mais ça, c'est pas légalisé actuellement. L'aquamation, qui est le même principe que la crémation, de transformer le corps en cendres, mais pas par l'action du feu, mais par l'action de l'eau, qui est une solution alcaline. Donc ça, c'est autorisé et pratiqué en Amérique du Nord, États-Unis et Canada principalement. Il y aurait aussi l'Australie, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud, il semblerait. Et il y a aussi toutes les questions liées au compostage humain, donc processus d'humusation, terramation, humification par exemple, ou NOR process. À ce jour, seuls les NOR process pour Natural Organic Reduction sont autorisés dans 11 États des États-Unis. En phase d'expérimentation en Allemagne par exemple, et il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur l'humusation en Belgique, notamment sur la terramation en France ou en Angleterre. Et est-ce que c'est pendant tes études de doctorat que tu es devenue toi-même conseillère funéraire? Alors, tout l'enjeu du doctorat, c'est de trouver un financement. J'avais la volonté pour ma part de réaliser une convention CIFRE, avec les services funéraires de la ville de Paris, parce que l'approche recherche appliquée me plaisait énormément et qu'on on avait déjà travaillé ensemble grâce à mon stage pendant 6 mois au sein de leur fondation. Donc eux, ils étaient carrément partants, moi aussi. En plus, ils avaient une anthropologue dans leur service qui était dédiée aux questions cérémonielles et sociétales. Donc c'était vraiment un objectif pour moi d'avoir aussi un poste comme elle. Et à ce moment-là, ils ont perdu en fait la délégation de service public du crématorium du Père-Lachaise. Donc bien que mon dossier avait été validé par l'ANRT, ils l'ont annulé, parce qu'ils n'avaient plus la capacité de me prendre en charge sur les 3 années de la convention CIFRE. Donc ça a été très dur pour moi Ma première année de thèse, en fait, avait déjà été perdue, j'avais pas de solution de financement. Et en fait, j'ai été approchée par différents organismes et acteurs du secteur funéraire à ce moment-là, qui m'ont dit « Écoutez Manon, votre profil nous intéresse, vous avez des connaissances, nous on a besoin de votre connaissance pour développer notre activité, pour transmettre des outils à nos salariés, à nos usagers. Est-ce que vous faites des conférences ?» Et là, je me suis dit « Mais waouh, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc, je suis entourée de beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Ils m'ont dit « Vas-y, lance ton activité d'entrepreneur et let's go, quoi. » Et donc, c'est comme ça que j'ai développé mon activité. Et aujourd'hui, ça marche bien. Ça marche même très bien. Et ça me permet de financer aussi mon doctorat et d'avoir une approche un peu appliquée. Et ça fait le lien entre mon approche théorique avec le doctorat, mais aussi mon approche pratique sur le terrain. Et en fait, les deux se servent mutuellement, donc c'est très enrichissant pour moi. Est-ce que tu peux préciser un petit peu en quoi consistent tes différentes activités et nous donner quelques exemples de missions que tu as pu accomplir jusqu'à présent? On va dire que les 3/4 de mon activité consistent à faire des conférences. Donc l'idée, c'est de transmettre mes connaissances, en fait toutes les connaissances à la fois théoriques de par mon parcours universitaire et empirique de terrain que j'ai pu accumuler. Et je pense que ça me permet aussi de me différencier. Alors on n'est pas beaucoup dans la profession, mais en tout cas je pense que cette approche théorique et empirique est vraiment riche et elle permet de pouvoir intervenir auprès d'un plus grand nombre de publics.
La majorité de mes conférences, c'est plutôt pour un secteur plutôt privé. Donc là, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Grenoble pour une journée dédiée à la terramation, donc le compostage humain. C'était une journée dédiée aux professionnels, donc tout ce qui va être collectivité territoriale, mais aussi professionnels du funéraire au sens large. Donc l'idée, c'était pour moi de transmettre les connaissances pour faire un peu un état des lieux de où en est le compostage humain actuellement. Et j'ai un confrère, Martin Julier-Coste, qui est socio-anthropologue, qui lui a transmis les résultats de l'analyse qualitative qu'il avait réalisée justement sur les questions de compostage humain. Donc ça va être par exemple ça va être aussi sur un large public, par exemple, d'expliquer qu'est-ce qu'un rite funéraire, à quoi il sert, comment il est construit, de faire le lien avec les rites de passage, par exemple, d'un point de vue anthropologique, pour ouvrir aussi le champ des possibles, mais aussi de comprendre pourquoi c'est si important de faire appel à un rite funéraire. On entend souvent, mais moi, quand je serai mort, on me met entre 4 planches et c'est tout. Mais en fait, la réflexion, je pense qu'elle est intéressante, donc ça va te donner des clés de compréhension, mais aussi des outils de compréhension par rapport au rite funéraire. Comme je vous disais, je suis aussi intervenante en organisme de formation des métiers du funéraire, donc ça va être de former celles et ceux qui vont travailler en pompe funèbre demain, par exemple. Et j'ai aussi une activité de consultante. Donc par exemple, j'ai travaillé avec l'entreprise Néorite, qui sont des designers funéraires de services. Donc l'idée, en fait, ça va être d'échanger ensemble sur leurs projets de design et de voir comment la réflexion anthropologique peut les amener à modifier ou à améliorer telle ou telle proposition. Donc par exemple, ils ont créé un catafalque La Source. Donc on a essayé de travailler sur la question du rite, par exemple, autour de ce catafalque-là, sur comment est-ce que ce catafalque-là peut rendre au mieux service à la famille du défunt, ne pas par exemple être trop grand pour que la famille puisse toucher le cercueil, par exemple, et ne pas se sentir dépossédée de leur défunt, etc., etc. Et j'ai également été consultante pour le Crédit Agricole, et plus précisément la branche Prévisé-Obsèques, qui ont lancé depuis 5 ans un concours national d'innovation funéraire qui s'appelle les Trophées du funéraire. Et donc là, l'idée, ça a été de réfléchir avec eux à la fois, par exemple, aux thématiques, à aller trouver les porteurs de projets, à échanger avec les porteurs de projets pour qu'ils puissent concourir, mais également à la réflexion d'un sondage national sur ces thématiques-là, à l'organisation d'un colloque pour répondre aussi au sondage, par exemple. Donc voilà, c'est très, très large et la plupart du temps, c'est mes clients qui viennent à moi et qui me proposent telle ou telle mission et si ça correspond à mes compétences, je dis oui avec plaisir et ça m'ouvre en fait le champ de compétences. Par exemple, j'ai une association qui travaille pour la coopérative funéraire de La Roche-sur-Yon qui m'a demandé d'intervenir sur la mort, la perte vue par les enfants. Et c'était pas une thématique que j'avais l'habitude d'étudier. Donc ça m'a permis de me pencher sur cette thématique-là et j'ai adoré sortir de ma spécialité sur le funéraire vraiment stricto sensus des pompes funèbres par exemple. Lorsque tu t'es lancée pour mener à bien ton activité, quelles sont les compétences que tu as dû acquérir en complément de tes compétences d'anthropologue ? Je pense déjà que le doctorat est vraiment une épreuve et permet d'acquérir énormément de compétences. J'ai fait une licence, j'ai fait un master, je suis plutôt bonne élève, j'adore étudier depuis toute petite. Le doctorat me faisait pas peur, mais c'est pas que j'ai déchanté, mais c'est vraiment dur. C'est quelque chose qui est peu simple à aborder. Déjà, on se retrouve seul. Moi, en plus, j'habite pas dans la ville de mon université, et donc je ne vais jamais en fait dans mon laboratoire, donc il y a une solitude qui est assez importante, ce qui fait qu'on est obligé aussi de développer des compétences j'ai pas le terme en tête, mais il faut savoir se bouger, se lever le matin, être capable de bosser toute seule dans son bureau chez soi tous les jours pendant toutes ces années. Donc il faut avoir une certaine rigueur et puis aussi une remise en question. Et finalement, en fait, ça, je pense que ça me sert dans mon activité d'indépendante parce que là aussi, dans mon activité d'indépendante, je suis toute seule, je n'ai pas de collègues. Donc, il faut savoir se motiver. Il faut aussi avoir des compétences, je pense, digitales pour être actif sur les réseaux sociaux de plein de façons différentes. LinkedIn, Instagram, Facebook, par exemple, pour ceux que j'utilise moi et sur lesquels je suis le plus à l'aise.
Ça va être aussi d'avoir un site internet pour se faire connaître et pouvoir regrouper toutes les informations, par exemple. Et puis, il faut aussi acquérir des compétences de gestion. Donc, tout simplement, les papiers administratifs, créer son auto-entreprise, faire sa compta tous les mois, faire des factures, des devis, gérer tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, comme je vous disais, un entourage d'entrepreneurs. Donc, j'étais déjà initiée à ça. J'ai ouvert une entreprise, une maison d'édition pour ma mère quand j'avais 18 ans. Donc j'ai découvert en fait tout ça, le monde de l'entrepreneuriat à 18 ans. C'était beaucoup plus difficile avec la maison d'édition. Aujourd'hui avec mon entreprise c'est beaucoup plus simple et franchement le statut d'entrepreneur il est vraiment pas compliqué. Il faut juste avoir les bons outils. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir Martin, mon confrère, qui lui aussi est socio-anthropologue indépendant. Et donc en fait tout ça, il était déjà passé par là et il a pu me donner vraiment des conseils, ne serait-ce que sur la tarification. Combien facturer une conférence ? On n'est pas sur un SMIC. Et donc, quelle valeur, en fait, on donne aussi à ça ? Et ça, quand on n'a pas l'habitude et pas de point de comparaison, parce qu'honnêtement, je crois qu'à part Martin, avec le statut vraiment, le profil qu'on a sur ces thématiques-là, je pense que, pour moi, on n'est que deux à faire ça, Martin et moi, en France. Donc on n'a pas de point de comparaison, donc ça permet aussi d'avoir un modèle sur lequel on peut s'appuyer et c'est un peu un confrère collègue en fait, on s'appelle souvent pour se donner des conseils, se remettre en question, etc. Donc je pense que c'est aussi les compétences relationnelles qui sont importantes à développer. Et il faut être soi, il faut rester soi-même et c'est comme ça qu'on marche le mieux, on sera apprécié pour ce qu'on est et parfois on ne sera pas apprécié pour ce qu'on est, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir évoluer? Et est-ce qu'il y a des difficultés propres à ton métier ou au secteur d'activité dans lequel tu travailles que tu as rencontrées? Alors les difficultés, je pense que la première, c'est de trouver du travail. Je pense que la majorité de mes missions, je les ai, c'est mes clients qui viennent à moi, je ne démarche pas réellement. Donc ça, j'ai beaucoup de chance actuellement pour ça parce que c'est aussi la réalité de métier et c'est pas simple de trouver un emploi, surtout quand on a une spécialisation comme la mienne où honnêtement, je savais même pas qu'il y avait quand même la capacité de pouvoir travailler là-dedans, mais la demande est là. Donc il faut aussi créer en fait le besoin, montrer pourquoi notre métier il est important, pourquoi moi en tant qu'anthropologue du funéraire, qu'est-ce que je peux apporter de plus-value. Surtout qu'avec mon statut, ça a un prix, donc il faut aussi que mon client soit dans la capacité financière de me rémunérer, que ça soit sur un one-shot pour une conférence par exemple, ou pour une mission de consulting, où ça va être quelque chose de plus lourd parce que la temporalité sera plus longue. Donc ça peut être une des difficultés. Mais j'ai la chance d'être reconnue aujourd'hui dans mon secteur et d'avoir des demandes et des besoins qui sont pour l'instant réels et sur lesquels j'arrive à répondre. Je ne sais pas si ça pourra durer réellement dans le temps, parce qu'une fois que j'ai fait une conférence sur tel sujet, je ne sais pas si je vois pas forcément parfois l'intérêt de la refaire tous les ans, par exemple. Mais on peut trouver des idées et proposer d'autres thématiques ou d'autres façons de faire, par exemple. Et sur les évolutions que j'aimerais certainement voir, je pense qu'il y a réellement quelque chose, en tout cas comme je vous disais, pour moi les sociologues et les anthropologues, ils ont vraiment la place dans la société et on devrait certainement davantage collaborer avec ces profils-là, que ça soit... par exemple, j'ai ma directrice de thèse qui me disait par exemple qu'elle connaissait des sociologues qui étaient plutôt inscrits dans des institutions plutôt médicales comme les hôpitaux par exemple. Et une de mes meilleures amies est aujourd'hui assistante sociale en milieu hospitalier. Elle a fait un master de sociologie et en fait, je trouve qu'elle a toute sa place pour comprendre en fait réellement la réalité des familles, les besoins auxquels ils peuvent être confrontés. Donc pour moi, il y a plein de choses à faire. Tout dépend aussi des domaines de prédilection de recherche des sociologues ou des anthropologues, mais ils peuvent s'inscrire facilement dans les institutions. Et on peut avoir aussi différentes casquettes. Moi, le fait que je sois conseillère funéraire et anthropologue, peut-être que j'aurai plus de facilité à être salariée, par exemple dans une entreprise de pompes funèbres demain, parce que ça me permettra d'être sur le terrain et d'accueillir des familles au quotidien, mais aussi d'avoir une réflexion plus générale
sur quelles sont les évolutions actuelles des rites funéraires, quelles solutions l'entreprise elle peut apporter, quel aménagement au cimetière on peut faire, etc. etc. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à développer ces casquettes. Donc je pense que ça, c'est une des évolutions que j'aimerais voir, de vraiment, en fait, ce que le secteur privé ou public, d'ailleurs, voit la nécessité d'avoir des experts, en fait, dans le domaine sur lequel ils travaillent, et de travailler, en fait, en collaboration, ensemble, sur différentes thématiques, à visée aussi plus générale, plus sociale, plus universelle. Et après, sur le milieu funéraire, je pense que là, le podcast suffirait pas à dire, mais la recherche, en tout cas, je pense, fait du bien pour les professionnels du funéraire, pour qu'ils soient à même d'avoir les outils pour travailler du mieux possible auprès des familles, et surtout, en fait, pour répondre aux besoins des familles. Je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Avec une approche plus anthropologique, comment est-ce qu'on mène un terrain dans ce genre de structure et avec ce type de thématique ? Déjà, j'ai fait beaucoup d'observations participantes et d'immersion. Pour moi, c'était vraiment tout l'intérêt de la recherche. Donc, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup en pompe funèbre. Il faut aussi trouver des terrains qui nous ouvrent les portes, que ça soit en sociologie ou en anthropologie, et ça, c'est pas forcément évident. Il y a plein de façons de faire. Moi, j'ai eu la chance de trouver des entreprises vraiment qui m'ont accueilli bras ouverts et qui m'ont tout montré. Et donc ça a été aussi une richesse pour ma qualité d'enquête, en fait, de terrain. Par exemple, le stage que j'ai fait dans un crématorium, c'était vraiment l'expérience un peu typique, dans notre société actuelle, mais j'avais mon petit carnet de terrain, et dès que j'étais dans les backstage, pas devant les familles, je prenais des notes, je donnais tout ce qui m'intéressait. Le soir, j'écrivais mon journal de terrain, et c'est vraiment, en fait, quelque chose qui est hyper enrichissant et hyper riche pour l'enquête. Donc moi, j'avais plutôt cette démarche-là d'aller sur le terrain, d'avoir une ou deux questions de recherche, mais pas forcément, de prendre. Et par exemple, après mon parcours mon enquête sur le crématorium, je suis allée voir mon directeur de mémoire, et je lui dis, mais je sais pas quoi dire, je sais pas où aller. Et puis je lui parle du fait que ça m'a beaucoup travaillé comme expérience, que ça m'a remué, etc. Il me dit, mais c'est ça, en fait, Manon. Essaye d'expliquer pourquoi ça t'a remué. Et donc, toute l'idée, c'était de comprendre comment des personnes comme vous et moi, lambda, qui sont inscrits dans notre société actuelle, où le rapport à la mort, il est difficile, décident de travailler dans un crématorium. Donc le crématorium, on va transformer le corps d'une personne en cendre. C'est quand même ultra fort. On n'est pas sur un métier de pompe funèbre classique. On a un rapport au corps mort qui est très violent. Et donc toute l'idée, c'était de comprendre comment ces gens-là arrivaient dans cet domaine-là, et pourquoi ils choisissaient de rester dans le crématorium, et quels, en fait, outils, des stratégies défensives, moi j'employais même, pour réussir à travailler avec des morts au quotidien. Et donc, en fait, c'était aussi tout l'intérêt de cette recherche-là anthropologique. Et après, on généralise, on essaye de comprendre, de resituer notre rapport à la mort actuelle dans une temporalité, mais aussi dans l'espace par rapport à d'autres sociétés, par exemple, ou d'autres cultures notamment. Et par exemple, là, avec mon sujet de recherche, on essaye de comprendre, en fait, pourquoi l'écologie est rentrée dans nos pratiques aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de nos pratiques, pourquoi nos pratiques, elles ont évolué, vers où elles vont. Essayer de comprendre aussi tous les mécanismes sociaux, de contexte aussi politique, économique, qui ont amené ces transformations-là liées au rituel et au rapport à la mort, et aux morts aussi de manière générale, par exemple. Et moi, j'adore ça. Il me semble que tu as travaillé aussi beaucoup sur la question du rapport au corps. Le corps mort, effectivement, dans notre société, ça n'est pas quelque chose auquel on est particulièrement habitué. Qu'est-ce que tu as pu observer chez les professionnels qui sont en contact avec les défunts sur cette question-là ? Et j'ai la chance aujourd'hui, en tant que formatrice dans les organismes de formation des métiers du funéraire, de pouvoir approfondir aussi cette réflexion-là, parce qu'il y en a qui sont en exercice depuis longtemps, d'autres qui n'ont pas encore mis un pied dans les pompes funèbres. Donc je trouve ça toujours étonnant de faire la formation pour se lancer sans vraiment savoir ce qu'il en est après, mais on a tous le parcours qu'on a, et ça nous amène vers des choses différentes. Déjà, la formation, je crois qu'elle est accessible à tous à partir du bac. Donc, il y a une formation qui est, entre guillemets, assez légère
pour en tout cas aller vers ces domaines de professionnels là. Et je remarque aussi qu'ils n'ont pas une pleine conscience de ce qu'ils font. Et moi, j'aime leur rappeler en fait déjà la portée sociale qu'ils ont. Ils prennent en charge nos défunts, quasiment, je crois on est à 660 000 par an. Donc ils ont vraiment une importance sociale qui est très importante. Ils sont des faiseurs de rites aussi. Donc j'essaye aussi de recontextualiser en fait leur mission au sens large. Et en fait tout dépend aussi du poste qu'ils ont dans les pompes funèbres. On va avoir les porteurs qui eux vont vraiment prendre en charge les corps, que ça soit par exemple faire des levées de corps, donc prendre en charge le défunt sur son lieu de décès et l'amener dans les différents lieux ensuite des obsèques. On va avoir le maître de cérémonie qui va lui plutôt être officiant et qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui avec la montée des cérémonies civiles par exemple. On va avoir les conseillers funéraires qui eux vont qui vont accueillir les familles et qui vont devoir prendre en charge l'organisation des obsèques. Donc on est sur des missions qui sont complètement différentes et sur des rapports en fait au corps ou à la famille et aux émotions qui va être complètement différentes. Il y a des conseillers funéraires qui vont jamais voir un défunt par exemple, alors qu'il y a des porteurs en fait eux ça va être leur quotidien et qui vont les voir sous toutes leurs formes, sur tous les aspects, avec toutes les odeurs différentes qu'il peut y avoir. C'est un peu des métiers qui ça se forme sur le tas en fait, vraiment sur les terrains, sur l'expérience, avec l'observation des collègues par exemple, c'est des collègues qui vont leur apprendre les choses. Mais je pense qu'ils ont tout intérêt à avoir vraiment les outils pour se protéger aussi, parce que c'est pas un métier anodin, que ça soit avec les corps ou que ça soit avec les familles et toutes les émotions qui peuvent en découler. On dit souvent que les personnes du funéraire rentrent par hasard, et c'est vrai, parfois dans des parcours de vie, ils ont vu une annonce, ils se sont dit je cherche du travail, il faut que je mange, je vais aller là-bas, ça emploie. D'autres qui disent en fait mon cousin travaillait là-bas, il cherchait quelqu'un pour l'aider, j'y suis allée. Après, bien sûr, il y a des parcours où c'est de génération en génération, ou des gens qui ont des passions comme moi, par exemple. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on peut rentrer par hasard, mais on n'y reste pas par hasard. Et en fait, c'est vrai que le funéraire, il a quelque chose de très attachant, parce que c'est des métiers, en fait, qui sont très entiers, très sincères, où on va avoir des émotions très fortes, et il y a quelque chose de très stimulant, avec une mission qui est très particulière, prendre en charge des corps morts dont personne ne veut prendre, encore moins dans notre société aujourd'hui. Et en plus, on doit aider les familles. Et il y a en fait ce que disent souvent les professionnels du funéraire, c'est qu'ils savent pourquoi ils se lèvent le matin. Et ça, je pense, c'est ce qui les motive aussi à rester. Après, il y a un manque de reconnaissance financière et sociale qui est vraiment très forte et qui peut être difficile à vivre. Et ils sont tellement peu accompagnés, notamment d'un point de vue psychologique, qu'il y a souvent aussi beaucoup d'alcoolisme ou beaucoup de dépression par exemple, ou de turnover, et puis tout dépend dans quelle structure on travaille aussi, il y en a qui sont plus ou moins bienveillantes. Est-ce que tu envisages une autre carrière professionnelle, toujours dans le secteur j'imagine, mais est-ce que tu as des envies particulières? Là je suis sur ma 7e et dernière année de thèse, ça arrive au bout, c'est qu'elle va se terminer, il faut qu'elle se termine. Et donc vient aussi pour moi la question de quid après la thèse, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai pas encore 30 ans, il me reste encore plein de choses à faire. Et c'est vrai que je suis très attachée à cette situation, ce statut d'indépendante, parce que c'est très agréable de gérer son temps comme on veut, de pouvoir travailler de chez soi. Enfin, avec le doctorat aussi, je me suis habituée à ça et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ça me permet de rencontrer des publics différents, ça me permet d'avoir des thématiques de recherche différentes, de voyager dans toute la France. Donc c'est vraiment très agréable et pourtant je me sens encore l'énergie de le faire, donc j'aimerais le continuer. Mais c'est vrai que d'une part j'ai envie de plus travailler, parce qu'aujourd'hui aussi je limite mes missions parce que j'ai ma thèse à finir, donc j'aurai plus de temps, donc je pourrais faire plus de missions par la suite bien sûr, et surtout gagner plus d'argent aussi pour continuer de répondre à mes besoins financiers et mes envies aussi. Et je suis un peu frustrée aujourd'hui dans le sens où, comme je vous disais, la grande majeure partie de mes activités, c'est des conférences. Donc ça va être du one-shot sur une thématique auprès d'un public sur un territoire. Et même si j'adore ces moments d'échange et d'animation, j'aimerais en fait pouvoir vraiment m'impliquer sur un territoire en particulier, au sein d'une structure particulière, sur un temps, alors plus ou moins long, ça peut être 1 an, ça me paraît court, mais 2, 3, 4, 5, 10 ans peut-être, je sais pas si je ferais 10 ans,
mais parce que j'aime le changement. Mais ça, j'aimerais beaucoup, à partir de septembre 2025, pouvoir être salariée, alors par exemple à temps partiel, pour pouvoir continuer mon activité d'indépendante, mais au sein d'une structure, alors en lien avec le funéraire, obligé. Donc ça peut être une pompe funèbre ou une collectivité territoriale, voire même une banque, une assurance par exemple. C'est assez large en fait le milieu du funéraire. Mais en fait vraiment créer un projet avec cette structure-là auprès d'un public particulier et sur un territoire particulier. Ça voilà, j'aimerais, c'est mon objectif. Après cet entretien passionnant avec Manon, nous aurons le plaisir de recevoir dans notre prochain épisode Sarah, une sociologue engagée depuis plusieurs années dans le domaine de la santé publique. Sarah travaille pour des institutions en charge de la santé, notamment à travers des projets de recherche sur la prévention du cancer et l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Au fil de sa carrière, elle a collaboré avec de nombreux professionnels de la santé et contribué aux actions visant à améliorer les parcours de soins et la qualité de vie des patients. Animée par une approche globale de la santé, Sarah nous partagera son parcours entre recherche et accompagnement des professionnels du secteur médico-social.